Ce nouveau chapitre s'intitule Changement social et conflits sociaux. Avant même de commencer à parler de changement social et de conflits sociaux, même si ces termes paraissent simples, il faut faire comme dans la dissertation, c'est-à-dire qu'il faudrait commencer à les définir. Qu'est-ce qu'on appelle conflit social ? Eh bien, c'est un affrontement, mais c'est un affrontement entre plusieurs groupes sociaux. Entre plusieurs groupes sociaux, cela signifie que forcément, c'est collectif, c'est-à-dire il y a une dimension collective, une action collective. Et cet affrontement entre plusieurs groupes sociaux, pourquoi est-il fait ? Pour modifier un rapport de force. Donc, on a un enjeu, il s'agit de changer le rapport de force, il s'agit de changer quelque chose qui existe dans la société. Donc, ces conflits, en fait, provoquent du changement social, c'est-à-dire qu'on va vouloir changer des valeurs, on va vouloir changer des normes, on va vouloir changer des règles. Nous avons vu donc que les conflits sont faits pour transformer la société, pour qu'il y ait un réel changement social. Mais en fait, il se peut aussi que les changements sociaux soient trop brusques ou trop profonds et qu'une partie de la société ne puisse pas les accepter facilement. Et dans ce cas-là, ils peuvent à leur tour provoquer des conflits. Donc on voit en fait que changement social et conflit sont corrélés, mais sont corrélés dans les deux sens. Au XIXe siècle, les conflits sociaux sont essentiellement des conflits du travail. Et ils vont être analysés par Karl Marx, entre autres, qui expliquera comment ces conflits du travail doivent changer la société. Donc, changement social et conflits sont expliqués. Mais en fait, à partir des années 60 et 70, il va y avoir une réelle diversification des conflits sociaux. Et cette fois-ci, l'explication va venir de Touraine, qui va nous montrer ce qu'il appelle les nouveaux mouvements sociaux. Le premier à étudier le changement social et surtout le conflit social, ça a été Karl Marx. Pourquoi ? Parce qu'à son époque, les grévistes étaient en général chargés par l'armée, donc les conflits du travail étaient extrêmement durs, et il a voulu essayer d'en comprendre les causes et les conséquences. Karl Marx, le tout premier, va analyser les conflits sociaux essentiellement à travers les conflits du travail. Pour lui, les conflits du travail sont des conflits de classe. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que pour lui, il y a deux grandes classes dans la société. Première classe, la bourgeoisie. Qui fait partie de la bourgeoisie ? Tous ceux qui ont le capital, c'est-à-dire l'argent nécessaire pour faire tourner l'industrie. À l'époque, c'était l'industrie qui était le plus important. Que ce soit le patron, que ce soit l'actionnaire. Et donc, que veulent les patrons et les actionnaires ? Ce qu'ils veulent, c'est du profit. Et donc, un maximum de profit. Ils vont alors s'opposer au prolétariat. Pour Marx, qu'est-ce que le prolétariat ? C'est l'ensemble des classes populaires qui n'ont que leur force de travail à vendre contre un salaire. Mais ce qu'ils veulent évidemment, c'est d'avoir un salaire décent et de préférence un salaire qui augmente. Or, augmenter les profits et les salaires en même temps, c'est extrêmement difficile. Et en général, pour augmenter les profits, mieux vaut pouvoir payer les salaires les plus bas possibles. Et c'est donc un salaire de subsistance qu'on va essayer de payer aux salariés. Et même, si possible, ça serait bien de pouvoir diminuer le nombre des salariés, c'est-à-dire d'en licencier un certain nombre, tout en ayant la même production, voire plus. Donc, le résultat, d'après Marx, c'est que les intérêts entre la bourgeoisie et le prolétariat sont obligatoirement totalement contradictoires, qu'il n'est absolument pas possible de s'entendre là-dessus, et donc un conflit du travail, c'est un conflit entre deux classes. Et donc le conflit du travail, c'est d'abord une confrontation entre des intérêts totalement contradictoires. Karl Marx est persuadé que les conflits du travail vont changer la société. Pourquoi ? Parce que nous l'avons vu, pour augmenter les profits, il faut que les salaires soient les plus bas possibles et même qu'il y ait une baisse des salariés.
de manière à ce que donc les profits soient maximum. Qu'est-ce que font-ils avec ces profits, les capitalistes? Eh bien, ils vont essayer d'augmenter les investissements pour produire plus et donc faire encore plus de profits. Donc la production, elle va augmenter. Mais lorsqu'on a baissé les salaires et qu'on a diminué le nombre de salariés, donc il y a du chômage, ce que Karl Marx appelle l'armée de réserve, parce que c'est ceux qui attendent d'essayer de trouver du travail et qui vont accepter les salaires les plus bas, même s'ils ils savent que c'est bas, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc avec la baisse des salariés et avec le chômage, eh bien, normalement, ça doit faire baisser la demande. Donc d'un côté, vous avez une augmentation de la production, de l'autre côté, une baisse de la demande. C'est ce qu'il appelle les contradictions internes au capitalisme. Et il pense que ces contradictions, elles sont obligatoires. Donc, à un moment donné, il va y avoir une crise du capitalisme, que ces crises du capitalisme sont toujours les mêmes, c'est-à-dire il y a surproduction, tout simplement parce qu'il y a trop de production par rapport à une demande qui est faible. Et qu'un jour, crise après crise, il y aura la grande crise détruira le capitalisme, et donc on entrera dans une société totalement nouvelle, qui sera une société sans classe, celle d'après le capitalisme. Donc on voit que pour lui, les conflits du travail sont à la base d'un changement fondamental possible de la société. Au milieu du XIXe siècle, Alexis de Tocqueville, qui est allé aux États-Unis et qui a écrit un livre sur de la démocratie en Amérique, voit les conflits sociaux d'une manière très différente et va faire arriver ce concept d'égalisation des conditions et d'individualisme. Alexis de Tocqueville, qui a écrit De la démocratie en Amérique en 1835, après un voyage aux États-Unis, il remarque que dans des sociétés qui sont des sociétés démocratiques, comme celle des États-Unis, et que pourraient devenir les sociétés européennes, il y a une égalisation des conditions. Égalisation ne veut pas dire égalité, mais égalisation montre qu'il y a un processus qui va de l'inégalité très forte vers une possible égalité. Donc en fait, à partir du moment où il y a une égalisation des conditions, les conflits du travail ne sont pas des conflits, des confrontations entre deux groupes totalement divergents, comme le pensait Marx, avec d'un côté les prolétaires et de l'autre les capitalistes, mais qu'on se trouve devant une société plus moyenne, c'est une forme de moyennisation de la société, et donc que les conflits devraient aller en s'atténuant, parce que justement la confrontation serait moins forte, les groupes étant moins éloignés dans leurs intérêts les uns des autres. En plus, il a noté qu'avec la démocratie arrivait l'individualisme et que cet individualisme faisait que les actions collectives devenaient moins importantes, moins nombreuses, et donc entre égalisation des conditions et individualisme, il pense qu'il devrait y avoir une baisse importante des conflits, et essentiellement des conflits du travail. Ensuite, il y aura effectivement plus tard une baisse de ces conflits, mais elle viendra de quelque chose de totalement différent, qui est l'institutionnalisation des conflits. En fait, c'est à partir surtout de 1945, de l'après-guerre, que les conflits vont changer d'aspect. En effet, à partir de ce moment-là, il y a une institutionnalisation des conflits, c'est-à-dire qu'il y a des institutions qui vont encadrer ces conflits et qui donc vont en diminuer l'intensité. Tout d'abord, il va y avoir la reconnaissance des syndicats. Donc les syndicats vont encadrer les grèves, les grévistes, etc. Et à partir de ce moment-là, l'État va avoir à qui parler en face, c'est-à-dire les syndicats. Et donc à partir du moment où on a exactement à qui parler, on peut commencer à négocier. Donc il va y avoir les syndicats qui vont être une de ces institutions. La seconde institution, c'est le fait qu'il va y avoir une véritable législation du travail, c'est-à-dire des lois
sur le travail, sur la durée du travail, sur les conditions de travail, et donc sur les salaires. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, il est parfois plus intéressant d'essayer de promouvoir de nouvelles lois, de pousser à ce que les gouvernements promeuvent des lois nouvelles, plutôt que de combattre constamment contre le gouvernement. Donc, à partir de ce moment-là, possibilité de passer par l'intermédiaire des lois. A été aussi créé ce qu'on appelle les prud'hommes. Les prud'hommes, en fait, ce sont des tribunaux qui sont des tribunaux du travail, c'est-à-dire où siègent des juges qui sont en fait des représentants des syndicats patronaux et salariés, et ces syndicats des patrons et des salariés vont juger les conflits du travail entre un salarié et un patron. Et donc, à partir de ce moment-là aussi, plutôt que la revendication pure, eh bien, on peut essayer de passer par l'intermédiaire d'un tribunal du travail. Donc ces différentes institutions vont permettre disons un encadrement des conflits et donc une baisse des intensités. Il existe d'autres causes à la baisse des conflits. Des années 70, avec l'arrivée de la crise économique, celle de 73, eh bien, il va y avoir encore une fois une diminution des conflits, en grande partie d'abord à cause de la crise, parce que ceux qui risquent d'être au chômage ne veulent pas prendre justement ce risque en faisant grève et en se faisant remarquer. Donc le chômage va diminuer la combativité des salariés. Il y a eu aussi le fait que l'économie s'est transformée. Pendant toute la partie du 19e et du début du 20e, c'est le secondaire, c'est-à-dire les usines qui dominaient l'industrie. Et dans l'industrie, les syndicats étaient très forts, très organisés depuis longtemps. Et les ouvriers, généralement, étaient combatifs. Or, l'économie change, elle se tertiarise. Et avec la tertiarisation, avec l'arrivée en force des services, on va transformer complètement l'état de la société. En effet, dans les services, les syndicats ne sont pas vraiment implantés parce que c'est quelque chose de relativement récent. En plus, dans les services, on est en présence de gens plus individualisés, les cols blancs. On est en présence d'un nombre de femmes nettement plus important. Or, la féminisation du monde du travail va aussi de pair avec une moindre syndicalisation. Et puis aussi, et peut-être surtout, il y a la précarisation du travail. Ceux qui sont en durée déterminée, ceux qui sont en temps partiel, etc., n'osent pas entrer dans un conflit du travail, de peur de perdre leur place. D'un autre côté, les syndicats ont peut-être un problème de marque, si l'on veut. En effet, les syndicats se sont bureaucratisés, il y a des permanents, et ces permanents, à la tête des syndicats, ont tendance à se couper un peu de justement la base syndicale, à tel point que quand il y a des conflits très forts, eh bien, ce ne sont pas les syndicats qui les lancent, c'est généralement la base, et les syndicats, eh bien, ils courent après cette base. Donc on voit bien que cette bureaucratisation des syndicats peut poser problème, et parfois ils ne sont pas sur la même longueur d'onde que les salariés de la base. Et puis, en gros, il y a une moindre motivation des salariés à combattre. Et c'est ce que va très bien expliquer Mansour Olson dans ce concept du passager clandestin. Mansour Olson, dans un de ses livres, qui est La logique de l'action collective, en 1965, va expliquer d'une manière différente cette crise du syndicalisme. Il pense en effet que chacun va se poser la question de savoir s'il participe ou non. Or, l'on sait que si vraiment la manifestation est importante, s'il y a des grèves importantes, il y a des chances qu'il y ait quelques revendications qui soient satisfaites. Et dans ce cas-là, que se passe-t-il ? Eh bien, il se passe que la revendication, elle est pour tous les salariés, y compris ceux qui n'ont pas manifesté, qui n'ont pas fait grève, qui n'ont pas perdu de journée de travail. Donc, Mansour Olson se dit, mais pourquoi donc aller perdre des journées de travail, manifester, etc., si en fait on peut obtenir exactement la même chose en ne faisant rien, simplement en espérant qu'il y en a d'autres
qui le feront pour vous. Et cela explique, d'après lui, que finalement seuls les plus virulents manifestent, mais qu'en fait la masse qui serait d'accord avec les revendications attend tout simplement que bien les plus virulents réussissent à obtenir ce dont ils ont besoin. Et s'ils ne réussissent pas, eh bien de toute façon, ils n'ont rien perdu, ils n'ont rien gagné. Et donc c'est une appréciation des choses en fonction du coût-avantage. Et cette analyse de l'action avec coût-avantage, c'est une analyse qu'on va revoir dans beaucoup d'autres domaines, c'est-à-dire qu'est-ce que ça me coûte ? Mais dans tous les sens du terme, pas seulement de manière monétaire. Et qu'est-ce que ça va me rapporter ? Or, si je m'aperçois que ça me coûte trop, c'est-à-dire que les manifestations, les grèves, etc., vont me coûter des jours de grève extrêmement importants, risquent de me faire remarquer par le patron, etc., eh bien, c'est pas la peine que je prenne ce risque, puisque de toute manière, j'aurai les avantages. Et évidemment, ce thème du passager clandestin, de celui qui finalement arrive à obtenir ce qu'il veut sans avoir rien à faire, c'est un thème qui est très important et que Mansour Olson a fort bien expliqué. En fait, si jusque dans les années 60-70, les conflits du travail ont été les conflits dominants, à partir des années 80, on s'aperçoit qu'il y a d'autres types de conflits qui ont tendance à prendre de plus en plus d'importance. Et c'est ce que Alain Touraine va appeler les nouveaux mouvements sociaux, NMS. Ces nouveaux mouvements sociaux, en fait, Touraine les analyse comme étant d'abord plusieurs nouveautés. Tout d'abord, ce sont de nouveaux enjeux, c'est-à-dire qu'on va manifester plus seulement pour des problèmes de travail, on peut manifester pour des problèmes culturels, par exemple, le féminisme qui veut que l'on donne aux femmes une égalité réelle dans la société. Mais aussi, par exemple, les homosexuels qui veulent avoir le même droit que les couples, par exemple, hétérosexuels. Il y a aussi des mouvements alternatifs, par exemple le Beauvais avec la paysannerie qui veut justement essayer d'éviter le productivisme. Donc en fait, il y a plein de nouveaux thèmes qui vont être des thèmes de conflit parfois très forts, des thèmes de conflit au niveau de l'environnement. Et donc tout ceci, si vous voulez, ça apparaît, c'est important et ça se développe. Ça, c'est donc les nouveaux enjeux, c'est la première chose. Mais le second, ce sont de nouveaux acteurs. En effet, de plus en plus, les jeunes prennent une place importante dans les conflits, alors qu'avant, c'était plutôt les hommes mûrs, les ouvriers. Bon, eh bien là, ce sont les jeunes, et on voit à partir de mai 68, on va voir les jeunes prendre de plus en plus de place et devenir de plus en plus efficaces. Donc ces jeunes prennent de la place, il va y avoir de nombreuses manifestations d'étudiants, même d'élèves. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Il va y avoir des femmes qui vont participer beaucoup plus qu'avant. Avant, elles ne participent pas. L'ère de la femme, c'était l'ère domestique. Et puis, qu'est-ce qu'il va y avoir aussi ? Des cadres. Bon, dans les manifestations type environnement, etc., ou identitaires, les cadres participent, alors qu'avant, évidemment, ils ne participaient pas du tout. Donc, nouveaux enjeux, nouveaux acteurs, nouveaux modes d'action. En effet, ces actions, la manière de manifester va changer. Elle va changer. Pourquoi ? Parce qu'on va utiliser toutes sortes d'autres armes que la grève à proprement parler. En effet, très souvent, ce ne sont pas des ouvriers, ce ne sont pas des salariés, donc ils ne peuvent pas faire grève. Qu'est-ce qu'ils vont utiliser ? Eh bien, la télévision. En effet, on ne peut réussir que si vraiment on passe à la télévision, donc si on attire l'attention des médias, l'Internet, les réseaux sociaux. Donc on voit que cette fois-ci, il y a un changement total au niveau des modes d'action. Et puis, le dernier, ce sont les comportements. Donc, nouveaux enjeux, nouveaux acteurs, nouveaux modes d'action, nouveaux comportements. Quels sont ces nouveaux comportements ? Eh bien, c'est cette espèce de mobilisation qui est une mobilisation ponctuelle d'une part, c'est-à-dire, à certains moments on se mobilise, mais le reste du temps on n'est pas mobilisé, et puis changeante, on peut se mobiliser pour une manifestation une fois, et puis un autre type de manifestation totalement différente une autre fois, etc. Donc on voit quelque chose de beaucoup plus varié, de beaucoup plus étendu, si vous voulez, puisque finalement, eh bien, on peut changer de type d'action collective relativement facilement.
En résumé, nouveaux enjeux, acteurs, modes d'action et de comportement. Donc, est-ce pour cela, parce qu'il y a des nouveaux mouvements sociaux, qu'on ne parle plus de conflit du travail? Eh bien, évidemment, pas du tout, on le sait. On voit bien qu'il y a, encore maintenant, et surtout maintenant, depuis la nouvelle crise, de plus en plus de conflits du travail très durs. Ces conflits du travail sont durs parce qu'il y a des licenciements massifs, il y a des restructurations, il y a de la délocalisation avec la mondialisation, et ces luttes contre licenciement, mondialisation et restructuration sont des luttes du travail extrêmement fortes, et des luttes qui rappellent celles d'avant les années 60. Donc on voit très bien que les conflits du travail continuent à exister, mais ils existent en même temps que d'autres types de conflits.